esquissa un sourire. Nous nous retrouvons tout à l'heure, dit-il Hercule Poirot, mit toute son application à ne point mouiller ses moustaches dans le potasse. Ayant réussi ce tour de force, il promena son regard autour de lui en entendant le service suivant. Il n'y avait qu'une demi-douzaine de personnes dans la salle. Et parmi elles, deux hommes seulement éveillèrent l'attention d'Hercule Poirot. Ces deux hommes étaient assis à une table voisine de la sienne. Le plus jeune, de toute évidence, un Américain, était un charmant garçon d'une trentaine d'années. Ce n'était pas lui, mais plutôt son compagnon qui suscitait l'intérêt du petit détective. Il paraissait âgé de 60 à 65 ans et à distance offrait l'aspect bienveillant d'un philanthrope. Sa légère calvitie, son front proéminent, son sourire qui découvrait un râtelier de dents fausses éclatantes de blancheur, tout en lui laissant supposer un homme foncièrement beau. Ce petits yeux rusés démentaient ce jugement. En outre, lorsque le personnage parlant à son jeune compagnon lança un coup d'œil autour de la salle, son regard se posa un instant sur Poirot, un regard étrangement dur. Il se leva, reprit la note. Hector, je vous prie, dit-il d'un ton un peu rogue, quand Poirot rejoignit M. Pouc dans le vestibule. Les deux autres quittèrent l'hôtel. On apportait les bagages sous l'œil vigilant du jeune homme. Bientôt celui-ci ouvrit la porte vitrée et annonça: tout est prêt, monsieur Rachette. Le vieillard acquiesça d'un grognement et sortit. Eh bien, demanda Poirot, que pensez-vous de ces deux-là? Deux Américains, dit M. Pouc. Cela saute aux yeux. Je veux parler de leur aspect. Le jeune homme me paraît agréable. Et le vieux? À vrai dire, mon cher, il ne me plaît pas du tout. Il m'a produit une fâcheuse impression et à vous. Hercule Poirot répondit au bout d'un instant. Quand il a passé devant ma table, au restaurant, il m'a semblé qu'un animal sauvage, une brute féroce, venait de me frôler. Ce respectable gentleman américain, oui, ce respectable gentleman américain, peut-être avez-vous raison, acquiesça M. Pouc. Il y a tant de mauvais gens sur cette terre. À ce moment-là, la porte s'ouvre et le concierge s'avança vers eux, l'air ennuyé. Je n'y comprends rien, monsieur, dit-il à Poirot, mais il n'y a plus un wagon-lit de première classe de libre dans le train. Comment? S'exclama M. Pouc. À cette époque de l'année, il s'agit sans doute d'un groupe de journalistes ou de politiciens. Je ne sais pas, lui expliqua le concierge, se tournant respectueusement vers lui, mais voilà ce qu'on m'a répondu. Bien dit, bien, dit M. Pouc à Poirot. Nous allons régler cette question. Il y a toujours un wagon-lit de libre, le numéro 16. Le conducteur le réserve jusqu'à la dernière minute. Il jeta un coup d'œil à la pendule. Venez, il est temps. À la gare, M. Pouc fut accueilli avec un respectueux empressement par le conducteur du wagon-lit en uniforme marron. Bonsoir, monsieur.
ressources de la table. Ils arrivaient à ce moment du repas où l'on devient philosophe. Ah, soupira-t-il, que n'ai-je la plume de Balzac pour décrire cette scène. Ça, c'est une idée, dit Poirot, encourageant. Vous trouvez, je crois que personne n'y a encore songé. Et pourtant, il y a la matière à un roman, mon cher. Voici réunis des gens de toute classe, de toute nationalité et de tout âge. Pendant 3 jours, ces personnes étrangères les unes aux autres vont dormir et manger sous le même toit. Elles mèneront une vie commune. Et au bout de ces 3 jours, elles se sépareront pour se revoir peut-être jamais, à moins qu'une catastrophe. Ah non, 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 mon ami, hein. Évidemment, de votre point de vue, ce serait regrettable, me supposons un instant qu'un accident se produise. En ce cas, tout le monde se trouvera uni dans la mort. Encore un doigt de fin, dit M. Bourg. Vous êtes sinistre, mon cher. C'est sans doute l'effet de la digestion. J'avoue qu'un série de nourriture ne convenait guère à mon estomac. Il but lentement une gorgée de vin, puis se rejeta en arrière et il fit des yeux de tour. Il fit des yeux le tour du wagon. Il compta 17 convives de toute classe et de toute nationalité, ainsi que l'avait annoncé M. Bouc. Il se mit à les observer. À la table en face de la leur étaient assis 3 hommes qui voyageaient seuls et avaient été placés la suivante de flair infaillible du maître d'hôtel, un gros Italien bronzé qui se curait les dents avec satisfaction. Vis-à-vis de lui, un Anglais réservé, correct aux traits, impassible et dédaigneux du serviteur britannique bien stylé et près de celui-ci un Américain de forte carrure vêtu d'un complet de dents criard, probablement un représentant de commerce. Ils font jeter plein la vue, disait ce dernier d'une voix nasillarde. L'Italien retira son cure-dent de sa bouche et le brandit en déclarant: Pour sûr, c'est bien ce que j'ai toujours dit. L'Anglais regarda par la fenêtre et tout sauta. Poirot dirigea ensuite son regard vers une petite table occupée par une vieille femme très laide, mais d'une laideur distinguée, plutôt fascinante que repoussante. Cette femme se tenait très droite. Elle portait un collier de grosses perles qui, peu croyable que cela paraisse, était vrai. De ses mains chargées de bagues, elle jeta sur ses épaules le col de son manteau de zibeline. La petite toque noire très coûteuse posée sur le côté de sa tête n'essayait guère à sa figure jaune de crapaud. En ce moment, cette vieille dame parlait au maître d'hôtel d'un ton poli, mais hautain. Vous aurez la complaisance de porter dans mon compartiment une bouteille d'eau minérable et un verre d'orangeade. Veillez à ce que j'ai du poulet froid ce soir à dîner. Respectueux, le maître d'hôtel lui répondit qu'elle pouvait y compter. Elle inclina la tête et se leva. Son regard croisa celui de Poirot et elle se détourna avec l'indifférence d'une grande dame. C'est la princesse Dragomirov, expliqua M. Bouc. À la voix basse, une Russe, son mari avait placé tout son argent à l'étranger avant la Révolution et elle est extrêmement riche. Poirot avait déjà entendu parler de cette personne cosmopolite, laide comme les 7 péchés capitaux, ajouta
suffit pour renseigner Poirot sur ce point. Soudain, il se tourna et Poirot put l'observer de profil. C'était un très bel homme, d'une trentaine d'années, aux fines moustaches blondes. La jeune femme assise en face de lui devait compter 20 ans, vêtue d'un élégant tailleur noir sur une blouse de satin blanc, un minuscule chapeau noir incliné sur le côté de sa tête suivant la dernière mode. Elle avait la peau très blanche, de grands yeux sombres et des cheveux d'un noir de guet. Elle fumait une cigarette au bout d'une longue tube d'ambre. Sur sa main soignée aux ongles rouges, Poirot distingua une énorme émeraude montée sur platine. Il y avait beaucoup de coquetterie dans sa voix et dans son regard. Elle est jolie et elle a du chic, murmura Poirot. Sans doute le mari et la femme. Oui, lui appartient à l'ambassade de Hongrie. Je crois un couple bien assorti. Il ne restait plus deux autres convives. Le compagnon de voyage de Poirot, M. McQueen, et son patron, M. Rachette. Pour la seconde fois, Poirot scruta le visage peu engageant du vieillard. Compara la rose bienveillance du reste de la face avec la cruauté des yeux petits et enfoncés. Monsieur Bouc dut s'apercevoir d'un changement dans l'expression de son ami car il lui demanda: Vous regardez votre animal sauvage? Oui, répondit Poirot. Comme on apportait le café à Poirot, Monsieur Bouc se leva. Il avait commencé à déjeuner avant son ami et avait fini depuis un moment. Je retourne dans mon compartiment, lui dit-il. Venez m'y rejoindre. Nous bavardons un peu. Avec plaisir. Poirot dégusta son café et commanda un petit verre de liqueur. Le maître d'hôtel passait d'une table à l'autre, sa caisse portative pour accueillir le montant des additions. La voix de la forte dame américaine se fit entendre. Ma fille me disait: Prends un carnet de tickets de repas et tu seras tranquille. Mais elle n'y connaît rien. Il faut donner 10% de pourboire et puis leur eau minérale a un drôle de goût. On ne peut se procurer ni eau d'Évian ni eau de Vichy. C'est très désagréable. Ils doivent, comment dirais-je, sentir l'eau du pays, expliqua la dame au profil de mouton. Je trouve cette pratique stupide, déclara l'américaine en regardant d'un air dégoûté le tas de monnaie posé sur la table devant elle. Voyez ce que le garçon m'a rendu. Des dinars. À quoi cela ressemblerait-il? Ma fille me disait. Marie de Benham régula sa chaise et s'en alla en adressant un léger salut aux deux autres dames. Le colonel Arbuthnot se leva et la suivit. Ramassant la monnaie dédaignée, l'américaine sortit et après elle la dame au masque au vin. Le couple hongrois avait déjà quitté le Quacon restaurant et il ne restait plus que Poirot, Rachette et McQueen. Rachette glissa un mot à son compagnon qui se leva et sortit. Ensuite, lui-même se leva, mais au lieu de suivre McQueen, il vint s'asseoir à la table de Poirot. Voulez-vous avoir l'obligeance de me donner du feu? lui demanda-t-il d'une voix douce, un peu nasillarde. Je me nomme Rachette. Poirot s'inclina, plongea sa main dans sa poche et tendit à l'autre une boîte d'allumettes. Ai-je bien le plaisir de parler à monsieur Hercule Poirot? De nouveau Poirot s'inclina. On ne vous a pas trompé, monsieur. Je suis Hercule Poirot. Avant de poursuivre, Rachette observa longuement le détective. Chez nous, dit-il enfin, on va droit au but. Monsieur Poirot, je voudrais que vous travailliez pour mon compte. Hercule Poirot leva légèrement les sourcils. Monsieur, pour le moment,
Poirot. Je suis capable de me défendre. De la poche de son veston, sa main sortit une seconde un petit revolver. On ne mourra pas facilement. Néanmoins, on ne s'entoure jamais de trop de précautions. Et vous êtes l'homme qu'il me faut, monsieur Poirot. Comme je vous l'ai déjà dit, comme comme je l'ai déjà laissé entendre, je vous rétribuerai généreusement. Quelques secondes durant, Poirot garda un mutisme et une impassibilité absolue. Son interlocuteur n'aurait pu deviner ce qui se passait dans son esprit. Je regrette infiniment, monsieur, de ne pouvoir vous obliger. L'autre le dévisageait un instant. Fixez-moi votre prix. Poirot secoua la tête. Vous semblez ne pas comprendre, monsieur. J'ai admirablement réussi dans ma carrière et je possède de quoi satisfaire mes besoins et mes caprices. Je me charge seulement des affaires que j'estime intéressantes. Vous vous montrez difficile. 20 000 $ vous tenterez. Pas le moindre du monde. Si vous espérez davantage de moi par vos réticences, vous perdez votre temps. Je connais la valeur des choses. Moi aussi, monsieur Rachel,